dont Esteban Moral avait 65 ans et possédait 103 supermarchés à travers tout le Mexique. Un empire bâti avec une volonté de faire, une discipline implacable et une ambition qui noircissait tout ce qu'elle touchait. Pourtant, malgré la richesse, malgré la reconnaissance sociale et les honneurs, il se sentait plus vide que jamais. La fortune qu'il avait accumulée au fil des décennies ne le réchauffait plus. Elle l'écrasait. Depuis la mort de sa femme, sa somptueuse demeure dans les lomas de Chapultepec s'était transformée en mausolée. Le silence régnait dans les couloirs interminables où autrefois résonnaient les rires complices et les conversations partagées. L'écho de ses propres pas était devenu son seul compagnon. Les horloges en or, alignées dans son salon comme des trophées du temps vaincu, ne faisaient qu'accentuer l'absurdité d'un quotidien sans amour. Les bouteilles de vins étrangers ne masquaient plus l'amertume de sa solitude. Sur les murs, les portraits de l'homme puissant qu'il avait été semblaient désormais le juger. Il savait exactement à quel moment son cœur s'était desséché. 10 ans plus tôt. Le jour où, aveuglé par son orgueil et son sens démesuré de l'honneur familial, il avait chassé sa fille unique, Lucia. Elle était enceinte, jeune, effrayée, mais pleine de vie. Il n'avait vu que la honte et la désobéissance. Il s'était convaincu que l'autorité était une preuve d'amour. Que briser son cœur la sauverait du malheur. Il s'était trompé. Terriblement. Il revoyait encore son visage baigné de larmes, cette nuit de pluie battante. Elle portait une vieille valise qui semblait plus lourde que son frêle corps. « Ne reviens jamais ici », avait-il crié. Une phrase aussi violente qu'une condamnation. Une promesse qu'il avait gravée sur l'âme de son enfant. Une faute qu'aucune fortune ne pouvait réparer. Depuis ce soir-là, Esteban vivait dans le confort, mais sans but. Il respirait, mais il ne vivait plus. Le remords le poursuivait comme une ombre. Devant lui, sur son bureau en bois massif, reposait un crucifix en argent offert par sa défunte épouse. Sa main trembla lorsqu'il le caressa. Sans savoir si c'était la vieillesse, le chagrin ou la peur qui la faisait vibrer. Il murmura une prière fragile, presque enfantine. « Si tu existes réellement, Jésus, donne-moi un signe. » Un seul. Un éclair fendit le ciel à cet instant précis, illuminant la pièce d'une lueur bleutée. Le tonnerre suivit, faisant vibrer les fenêtres. Esteban ferma les yeux, troublé. Il ne savait pas si c'était une réponse ou seulement une coïncidence, mais cela suffit pour faire vaciller son indifférence. Le lendemain, il prit une décision pour le moins inhabituelle pour un magnate de sa stature. Il voulait redevenir un homme parmi les hommes. Il voulait respirer l'odeur du pain chaud, entendre les voix fatiguées de ceux qui travaillaient simplement pour survivre. Il voulait retrouver la réalité, loin du marbre et du cristal. Il enfila une veste usée et une vieille casquette, puis prit son véhicule le plus discret. Direction Iztapalapa, un quartier populaire où la misère se mêlait au courage. Dès qu'il entra dans un des supermarchés qu'il possédait, il fut frappé par l'atmosphère qui y régnait. Le parfum du café bon marché, le bruit des pièces de monnaie que l'on compte avec angoisse, les regards marqués par le manque de sommeil. C'était un univers qu'il avait oublié. Celui des humbles. De ceux qui ne font pas la une des journaux. Personne ne le reconnut. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit invisible. Libre. Sa respiration devint plus légère. Ici, son nom n'avait aucune importance. Son pouvoir n'existait plus. C'est alors qu'il la vit. Une petite fille, trempée par la pluie, pieds nus sur le carrelage froid. Elle serrait dans ses mains un simple bolilot, un petit pain. Ses cheveux trop longs collaient à son front, son regard était déterminé malgré la fatigue évidente. Elle posa timidement le pain sur le tapis de caisse. 2 pesos avec 50, murmura-t-elle presque gênée. La caissière afficha le prix. 3,20. La fillette déglutit. Ses yeux brillèrent, non de larmes, mais de courage. Je n'ai pas assez, Sonora. La caissière lui répondit avec douceur. Prends-le quand même, personne ne s'en apercevra. La petite secoua la tête, catégorique. Je ne peux pas. Ce n'est pas à moi. Ces mots simples furent un coup de poing dans la poitrine d'Esteban. Lui qui avait bâti sa fortune sur des compromis douteux, des faveurs achetées et des mensonges bien emballés, se retrouvait confronté à une honnêteté brute. Un diamant dans la boue. Il la suivit du regard lorsqu'elle quitta le magasin, ses maigres pièces serrées dans son petit poing. La pluie semblait vouloir la faire tomber, mais elle se tenait droite, presque fière. Il n'avait pas vu autant de dignité depuis des années.
Poussé par un élan qu'il peinait à comprendre, il la suivit dehors. « Petite, attends » lança-t-il d'une voix hésitante. Elle se retourna, effrayée, prête à s'enfuir. « Pourquoi n'as-tu pas accepté le pain » demanda-t-il doucement. « Parce qu'il ne m'appartenait pas, Sonore. Même si tu avais faim. La faim ne me donne pas la permission de voler. » Une vérité universelle, dite avec une pureté désarmante. Les mots résonnèrent longtemps dans la tête de l'homme riche. Sous la pluie battante, Esteban comprit qu'il était face à quelque chose de plus grand que la pauvreté ou la charité. Il était face à une leçon. Il continua de la suivre à distance. Quelques rues plus loin, elle rejoignit 4 enfants qui l'attendaient sous un auvent délabré. Une petite famille recomposée par les rues. L'un toussait violemment, un autre tremblait de froid. Malgré cela, la fillette leur offrit un sourire. Demain sera un meilleur jour, souffla-t-elle avec une conviction bouleversante. Elle rangea ces quelques pièces dans une boîte en métal cabossée et embrassa la plus petite des enfants sur le front. Esteban se sentit minuscule devant tant de courage. Il s'approcha lentement. « Bonsoir, jeune fille, dit-il. » Elle fit un pas en arrière, méfiante. « Que voulez-vous » Sa question était un mur. « J'ai vu ce que tu as fait au supermarché. » Peu de personnes auraient rendu ce qu'elle n'avait pas. Elle leva le menton, fière. Ce n'était pas à moi. Je ne le méritais pas. Pourtant, tu avais faim. La faim ne m'autorise pas à faire le mal. Ces paroles firent trembler Esteban de l'intérieur. Lui qui avait bâti son monde sur les concessions du bien, se trouvait mis à nu par une enfant. Où vis-tu ? Elle désigna la petite bande d'enfants sous l'auvent. Ici, avec eux. Nous n'avons pas de maison, mais nous avons une famille. Un frisson glacé parcourut la peau ridée de l'homme. Et tes parents ? La fillette baissa les yeux. Ma mère s'appelait Lucia. Elle est morte quand j'étais petite. Le temps s'arrêta. Ce prénom frappa Esteban comme un éclair. Lucia. Sa Lucia. Impossible. Pourtant. Et ton père ? Je ne l'ai jamais connu. Maman disait qu'il était une erreur que les gens n'ont jamais pardonnée. Le sol sembla disparaître sous ses pieds. Sa voix se brisa presque. Comment t'appelles-tu, petite ? Anna Lucia Moral. Comme ma mère. Son cœur explosa en 1000 éclats. Moral. Lucia. Une enfant dans la rue. Sa petite fille. Sa propre chair abandonnée au monde que son argent prétendait améliorer. Il vacilla. La pluie se confondait avec les larmes qu'il ne retenait plus. Anna remarqua son trouble et se raidit davantage. « Pourquoi posez-vous toutes ces questions ?» Il tenta de reprendre contenance. « Je voulais seulement t'aider. Je m'appelle Esteban. » Elle ouvrit de grands yeux. « Don Esteban ? » Comme les magasins. Il répondit d'une voix à peine audible. « Oui. » Elle recula. Elle n'aimait pas l'idée de devoir quelque chose à un puissant. « Que voulez-vous de nous ? » « Du travail, » répondit-il avec un sourire triste. « J'aurais besoin de quelqu'un d'honnête pour m'aider à transporter quelques sacs. 50 pesos. » Elle hésita longuement. La survie lui avait appris à tout remettre en question. Finalement, elle acquiesça. « Mais seulement si mes frères et sœurs peuvent m'attendre ici. »« Bien sûr, » répondit-il, ému par cette responsabilité qu'elle portait à bout de bras malgré son âge. Ils marchèrent ensemble jusqu'à une vieille voiture discrète. Dans le coffre, Esteban avait placé plusieurs sacs de provisions. Anna les souleva avec peine, mais sans se plaindre, et les rangea comme il le lui demandait. Lorsqu'elle eut terminé, il lui tendit l'argent. « Merci, Sonore, » dit-elle avec un sourire timide. « Non, merci à toi, Anna. » Sa voix se brisa en prononçant son prénom. Il avait trouvé son signe. Il était venu chercher une vérité. Il avait trouvé sa rédemption. Sous la pluie nocturne, Don Esteban comprit que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Il avait seulement attendu le bon moment pour confronter un cœur devenu pierre. Face à cet enfant, il ne voyait plus un magnate, mais un homme blessé qui avait encore quelque chose à réparer. Son histoire n'était pas terminée. Elle commençait à peine. Et quelque chose en lui, profondément enfoui, se remit à battre. Car dans l'innocence d'une petite fille pieds nus, le milliardaire avait retrouvé l'amour, la foi et l'espoir. Ce qu'aucun empire n'avait su lui offrir.
Dans la grisaille d'un matin encore humide, Esteban se souvenait de chaque détail. La voix de la fillette résonnait dans son esprit, pure et simple, « Pourquoi ?» Elle avait échaud la cabeza en signe de perplexité lorsqu'il lui avait répondu, « Pour me rappeler qu'il existe encore des gens bons. » Elle avait froncé les sourcils, incapable de comprendre les nuances de cette affirmation. « Je ne suis pas bonne, je fais seulement ce que je dois faire », avait-elle murmuré avec une certitude désarmante. Un sourire empreint de tristesse lui avait effleuré les lèvres. « Cela te rend meilleur que bien des adultes. » En la regardant s'éloigner vers l'abri de fortune, ses pas légers éclaboussant l'eau des flaques, il avait compris que son existence venait de basculer. Rien à voir avec une transaction, ni avec une acquisition prestigieuse, ni avec une expansion commerciale. Le changement qui s'annonçait avait le visage d'une enfant qui, sans l'intention de le faire, venait de lui rendre la foi qu'il croyait morte, ensevelie sous les années de silence, de solitude et de regret. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Il resta assis dans son salon trop vaste, entouré d'objets précieux qui ne lui apportaient plus aucun réconfort. Le souvenir d'Anna s'imposait à lui chaque fois qu'il fermait les yeux, sa chevelure trempée par la pluie, la manière droite et fière avec laquelle elle avait refusé le morceau de pain qu'il lui tendait, comme si cet unique bien partagé entre elle et les autres enfants représentait une part de son âme. Et surtout, l'amour viscéral qu'elle portait aux 4 petits qu'elle protégeait comme si elle avait été leur mère, leur sœur, leur tout. Quelque chose bougeait dans sa poitrine, un mélange étrange de culpabilité et d'espérance. Si cet enfant était celle que le destin lui avait arrachée des années auparavant? Si la vie lui offrait une seconde chance, un chemin de rédemption inespéré? Il alluma le téléviseur pour briser le silence, mais les voix qui défilaient sur l'écran ne parlaient que de misère et de corruption. Des mots lourds, qui semblaient avoir été écrits pour lui, inégalité, abandon, pauvreté. Tout ce qu'il avait contribué à façonner en devenant l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays, tout ce qu'il n'avait pas voulu voir depuis sa tour de verre. Il prit un verre de vin pour se calmer, mais le liquide lui sembla avoir le goût du fer, le goût de la faute. Il posa rapidement la coupe, écœuré par cette amertume qui le poursuivait. Au dehors, la pluie martelait les fenêtres, chaque goutte répétant un verdict invisible, orgueil. Abandon. Rédemption. Lorsqu'enfin l'aube grise se profila derrière les collines, Esteban saisit son téléphone. Sa voix, rauque et déterminée, fendit le silence. « Marcio, j'ai besoin du meilleur enquêteur de Mexico. Aujourd'hui même. » « Quel genre d'enquête, monsieur ?» Il inspira profondément. Ana Lucia Moral. 12 ans. Elle vit dans la rue à Iztapalapa avec 4 autres enfants. Je veux tout savoir. Qui elle est? D'où elle vient? Si elle a une famille. À l'autre bout du fil, le silence fut l'unique réponse. Il ne s'en soucia guère et raccrocha aussitôt. Sans changer de veste, ni de voiture, il retourna sur la place où il l'avait vue pour la première fois. L'air sentait la terre mouillée, la rouille et le pain rassis vendu la veille. Anna était déjà debout, avant même que le soleil ne se lève. Elle triait des canettes dans une grande poche en plastique, pendant que les autres enfants dormaient encore sous la vieille marquise en tôle. « Bonjour, Anna. » Elle sursauta. « Sonore Esteban, vous êtes revenu. Je t'avais dit qu'il y aurait davantage de travail. » Il fit une pause. « Mais avant, j'aimerais que tu me racontes quelque chose. » Elle hésita et jeta un regard inquiet vers les plus jeunes. « À propos de quoi? » « De ta maman. » Anna s'assit sur le trottoir, les bras enroulés autour de ses genoux maigres. Elle s'appelait Lucia Moral. Elle nettoyait des maisons. Puis elle est tombée malade. Elle toussait beaucoup. Les docteurs disaient que c'était un cancer, mais elle n'a jamais pu payer le traitement. Quand elle ne pouvait plus se lever, elle m'a demandé de prendre soin des autres. Un nœud se forma au fond de la gorge d'Esteban. « Et ton père ?» Elle secoua la tête. « Je ne l'ai jamais connu. Maman disait que c'était un homme riche qui l'avait chassé de sa maison. » La pluie recommença à tomber, fine comme une prière. « Et te souvenais-tu de son nom ?» Anna répondit avec indifférence, comme si les mots n'avaient que peu d'importance. « Esteban. » Le vieil homme demeura pétrifié. Son cœur se serra jusqu'à le faire souffrir. La réalité venait de le transpercer comme un éclair. « Cet enfant est ma petite-fille. » Elle poursuivit doucement, sans remarquer l'effondrement intérieur du milliardaire. Maman disait qu'il n'était pas mauvais. Seulement effrayé. Qu'un jour, il comprendrait.
Les larmes d'Esteban se mêlèrent à la pluie qui ruisselait depuis le toit de zinc. Il aurait voulu la serrer contre son cœur, lui avouer la vérité, lui dire qu'elle n'était plus seule. Mais il ne pouvait pas encore. Il lui fallait la certitude. La preuve. Anna, as-tu quelque chose qui appartenait à ta maman? Un papier, un document, une lettre peut-être? Une lettre. Elle m'a dit de ne l'ouvrir que lorsque j'aurai 15 ans. Elle est chez une voisine, Doña Mercedes. Lettre. Le mot résonna en lui comme une promesse du ciel. Puis-je rencontrer Doña Mercedes? Elle habite dans la colonia Santa Marta, mais faites attention, sonore. Ce n'est pas un quartier sûr. Une flamme nouvelle s'était allumée dans le cœur d'Esteban. Il hocha la tête, convaincu que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Il l'avait juste condamné à attendre le moment où il serait prêt à réparer. Le tonnerre gronda au-dessus des toits branlants. Les enfants, réveillés par le bruit, appelèrent leur sœur en tremblant. Elle courut vers eux, les entoura de ses bras fragiles mais puissants. Ensemble, ils partagèrent un morceau de pain dur, un 5e chacun. Cette scène toute simple, presque anodine, valait pour Esteban plus qu'un empire entier. Il retourna vers son véhicule. Son cœur brûlait d'une ardeur qu'il croyait perdue depuis longtemps. Si Anna était vraiment de son sang, il ferait pour elle tout ce qu'il n'avait pas su faire pour sa fille. Il la protégerait, l'aimerait, la sauverait. Pour cela, il devrait d'abord affronter l'ennemi le plus cruel qu'il avait fui, son propre passé. 2 jours s'écoulèrent dans une attente fébrile. Au matin du 3e, l'appel tant espéré arriva. Don Esteban, j'ai des informations que vous ne pourrez ignorer. La voix du détective Sergio Méné était ferme, mais son ton trahissait une forme de stupéfaction. Dites-moi. L'enfant existe. Sa mère également a bien existé. Elle s'appelait Lucia Moral. Elle est décédée il y a 10 ans, d'un cancer pulmonaire. Elle vivait dans une pension de Santa Marta, accompagnée d'une voisine qui a veillé sur elle jusqu'à la fin. Cette femme, Doña Mercedes Ramos, garde encore une lettre destinée à la fillette. Esteban sentit ses genoux faiblir. Une lettre. Oui, adressée à sa fille lorsqu'elle aurait 15 ans. Je veux cette lettre aujourd'hui. Je viendrai moi-même la chercher. Il raccrocha avant que l'autre ne réponde. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression de rajeunir de plusieurs décennies. Il conduisit jusqu'à Santa Marta sous une pluie dense qui transformait les rues en rivières brunes. Les odeurs de maïs chaud, de café et de boue se mêlaient dans l'air saturé d'humidité. Des enfants pieds nus couraient en riant entre les étals de fortune où s'entassaient friandises bon marché, fruits tachetés, jouets usés. Il n'avait probablement jamais été aussi proche du peuple qu'il prétendait servir à travers ses fondations. Il frappa à la porte d'une petite maison bleue, dont la peinture s'écaillait par plaques. Une femme à la chevelure grise attachée en chignon lui ouvrit, le regard méfiant. Doña Mercedes? Si. Qui est-ce? Je suis un vieil ami de Lucia. Un long silence. La femme arqua un sourcil, suspicieuse. Elle n'avait pas beaucoup d'amis riches. Esteban baissa la tête. Peut-être avait-il été davantage son bourreau que son ami. Doña Mercedes finit par soupirer. Si vous venez pour la lettre, je crois qu'elle aurait voulu que vous l'ayez. Elle l'invita à entrer. L'intérieur était modeste mais chaleureux. Le parfum du pain sucré et du café fraîchement filtré adoucissait l'atmosphère. Sur une étagère branlante, quelques photos montraient Lucia souriant, une petite fille serrée contre elle. Anna Lucia. L'évidence, la ressemblance, lui coupèrent le souffle. Doña Mercedes déposa une boîte en fer sur la table. Elle m'a donné cela pour la garder jusqu'au 15e anniversaire de l'enfant. Ou jusqu'à ce qu'un membre de la famille vienne la réclamer. Elle disait que si le père arrivait avant, ce serait la preuve d'un miracle divin. Esteban eut un frisson en effleurant l'enveloppe jaunie. Une écriture belle et reconnaissable se dessinait sur le papier, à ma fille, Anna Lucia. Et au verso, une phrase plus petite révélait une intention profonde, et pour celui qui la trouvera, s'il a encore du cœur. Ses mains tremblaient lorsqu'il ouvrit l'enveloppe, comme s'il risquait d'abîmer les derniers fragments de vie de sa fille. Il commença à lire. Ma chère Anna Lucia. Si tu lis ces mots, c'est que tu as déjà 15 ans et que je ne suis plus auprès de toi. Je veux que tu saches que ton grand-père, Esteban Moral, existe. Je sais que tu as grandi en croyant qu'il fut cruel, mais ce n'est pas la vérité entière. Ton grand-père m'a aimé. Pourtant l'orgueil nous a séparés.
Il a eu peur, peur de me perdre, et sa peur est devenue colère. Moi aussi, je fus orgueilleuse, ma fille, et l'orgueil fut notre malédiction. Si un jour tu le trouves, dis-lui que je lui pardonne. Dis-lui que je ne lui en veux plus. Et s'il t'ouvre ses portes, n'en claque aucune. Les mots s'arrêtèrent là, mais la force de ce message le traversa de part en part. Lucia ne l'avait jamais haï. Elle l'avait attendu. Elle l'avait pardonné. Une larme glissa sur sa joue. Puis une autre. Il referma doucement la lettre contre son cœur, comme s'il serrait une dernière fois sa fille dans ses bras. Ce jour-là, en quittant la petite maison bleue de Santa Marta, Esteban Moral jura silencieusement de devenir l'homme que Lucia avait cru qu'il pouvait être. Pour le souvenir de sa fille. Pour la vie de sa petite fille. Pour l'amour qui ne meurt jamais vraiment, même lorsque le temps, la douleur et le silence ont cru l'avoir enterré. Il ne sauverait pas seulement une enfant. Il se sauverait lui-même. Esteban relit la lettre une dernière fois, les doigts tremblants autour du papier presque arrondi par le temps. Les mots écrits par sa fille n'étaient pas seulement de l'encre. Ils étaient un pont fragile mais lumineux entre un passé marqué par l'orgueil et un présent qui exigeait le pardon. Chaque phrase lui perforait le cœur avec une douceur douloureuse, parce que même si tu ne le crois pas, tu es l'opportunité que lui et moi n'avons jamais eue. Une seconde chance pour notre famille. Avec tout mon amour, maman. Une larme, lourde comme une pierre tombale, glissa sur sa joue ridée. Il n'avait jamais connu une vérité aussi simple ni aussi profonde. À travers la voix silencieuse de Lucia, Esteban sentit comme si le ciel lui parlait directement, rappelant que la rédemption d'un riche ne se conquiert ni par les millions ni par les œuvres publiques, mais par des actes discrets, vécus dans la chair et le sacrifice. Mercedes, la sœur Luciana qui l'accompagnait, posa doucement une main rassurante sur son épaule. Elle murmura d'un ton empreint d'une compassion inhabituelle, « Votre fille disait toujours que vous aviez un bon cœur. » Il n'était pas mort, seulement endormi. Aujourd'hui, il s'est réveillé. Esteban hocha lentement la tête, trop ému pour répondre. Il glissa la lettre contre sa poitrine comme un talisman précieux et sortit dans la rue. Le ciel auparavant gris s'était éclairci. Un rayon de soleil perçait les nuages, effleurant la ville comme un signe secret. Pour la première fois depuis des années, il respira profondément, sans sentir le poids écrasant de la culpabilité sur sa poitrine. Une odeur de pain chaud parcourait l'air, la même qui avait flotté le jour où la petite fille pauvre avait refusé son offrande devant son propre supermarché. Le pain et la lettre, songea-t-il. Deux signes venus d'un même miracle. Il resta immobile sur le trottoir, le regard levé vers la lumière qui traversait les nuées, et un murmure remonta de sa mémoire, comme une prière à peine osée, « Jésus, si tu existes, donne-moi un signe. » Ce signe respirait, avait faim, croyait encore dans les gens, portait un nom innocent, Ana Lucia. Elle était la descendance de sa fille, le sang de son sang, l'avenir de tout ce qu'il avait brisé. Elle incarnait la chance de reconstruire au lieu de détruire. Cette nuit-là, il resta éveillé, hanté par une phrase précise de la lettre, « Il t'a aimé, mais sa peur est devenue colère. » Ces mots tournoyaient dans son esprit sans relâche, comme si Lucia, à travers le papier, lui parlait d'un monde lointain. Il savait qu'il devait s'approcher de l'enfant. Cependant, il ne voulait pas le faire à travers un prisme de repentir oppressant, mais dans la vérité et la patience. La peur de l'effrayer lui glaçait le cœur. Il se revoyait 10 ans plus tôt, renversant sa propre fille sous le poids de son orgueil. À l'aube, il enfila sa vieille veste grise, saisit quelques billets et prit la route vers Iztapalapa. Pour la première fois, ses yeux s'attardèrent sur ce quartier qu'il n'avait jamais voulu vraiment voir. Les trottoirs étaient vivants, malgré la pauvreté. Des enfants vendaient des bonbons sous les murmures du trafic, des femmes préparaient des tamales dont la vapeur montait en volutes chaudes, des hommes tiraient des charrettes lourdes de marchandises recyclées. C'était un monde que les puissants ignoraient, comme délibérément effacé de leur conscience. Pourtant, ici la dignité n'abandonnait jamais la pauvreté. Elles marchaient ensemble, invisibles mais indestructibles. Ana Lucia balayait le trottoir avec une vieille planche transformée en balai, devant la marquise où les 4 enfants dormaient en tas, serrés pour ne pas sentir le froid de la nuit. Lorsqu'Esteban s'approcha, elle lui adressa un sourire fatigué, mais lumineux. « Bonjour, monsieur Esteban. J'ai bien dormi, même s'il faisait froid. » Il s'accroupit pour être à sa hauteur et retint un soupir en voyant ses joues creuses. Il lui tendit un pain tout juste sorti du four. La chaleur encore emprisonnée dans la croûte semblait vouloir redonner vie à ses mains fines. Elle le regarda, hésita, puis le coupa en 5 parts égales.
Elle distribua les morceaux aux enfants et resta sans rien pour elle. Esteban fronça les sourcils, « Et toi ?» Elle répondit avec un petit rire, « Je n'ai pas si faim que ça. » Son ventre criait pourtant le contraire. Cet enfant mentait par générosité. Chaque jour, Esteban revint. Il lui confiait de petits travaux et elle les faisait avec discipline, sans jamais se plaindre. Elle refusait systématiquement l'argent qui n'avait pas été gagné par son labeur. Il tenta un jour de la mettre à l'épreuve. Un billet glissa volontairement de sa poche. L'enfant le ramassa et courut derrière lui en criant « Monsieur, vous avez perdu ceci ». Lorsqu'il la remercia et lui proposa d'en garder la moitié, elle secoua la tête avec gravité, « On ne vend pas l'honnêteté ». Ces mots le déchirèrent et le réparèrent à la fois. Il avait bâti un empire en achetant des consciences. Une fillette, pourtant presque invisible dans cette ville immense, lui rappelait la valeur sacrée de la probité humaine. Il n'avait plus besoin d'apparition divine. Dieu lui parlait déjà à travers l'innocence courageuse de cet enfant. Cependant, au fur et à mesure des jours, une inquiétude le rongea. Ana Lucia devenait chaque matin un peu plus pâle, un peu plus fragile. Ses mains tremblaient. Son regard se perdait parfois vers un vide trop grand pour une si jeune âme. Un après-midi, il la trouva assise sur le sol, incapable de se relever. « Tu as mangé aujourd'hui » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Un peu. » « Quoi donc ?»« Des tortillas vieilles avec du sel. » La douleur traversa son torse comme une flèche. Elle baissa la tête, honteuse, « Si je mange trop, les petits n'ont plus rien. » Cette phrase le brisa. Sans réfléchir, il tendit quelques billets. Elle refusa. « Je ne peux pas accepter autant. Ce n'est pas un don. C'est un acompte pour ton travail. Demain, tu m'aideras pour une tâche plus importante. » Elle courut annoncer la nouvelle aux enfants. Il la regarda s'éloigner, serrant l'argent comme un trésor. Elle ne prenait que ce qui servait à protéger les autres. Ce n'était pas de la pitié qu'il ressentait. C'était de l'admiration, presque du respect sacré. Elle l'obligeait à regarder sa propre vie comme un miroir intransigeant. Lorsqu'il se vit dans le reflet du rétroviseur de sa voiture, il ne reconnut pas le titan impitoyable des affaires. Il vit un vieil homme, creux et fatigué, qui implorait une seconde chance. Une pluie légère se mit à tomber, pareil à un baptême silencieux. Il sortit la lettre de Lucia, la pressa contre son cœur. « Je ne te perdrai plus jamais, Lucia. Je te le jure. » Cette fois, la foi n'était plus une parole vide. Elle devenait acte. Le 5e jour, l'aube s'éveilla sous un ciel lourd, presque menaçant, comme si l'air lui-même annonçait un événement redoutable. Esteban arriva à la même rue que d'habitude. Aucune trace d'Ana Lucia. Il regarda sous la marquise. Personne. L'inquiétude se transforma en panique. Il parcourut le trottoir jusqu'à ce qu'il la trouve enfin. Elle gisait sur le sol humide, la peau livide et les lèvres craquelées. Les enfants pleuraient autour d'elle. Le plus petit sanglotait, « Elle ne se réveille pas, monsieur, elle n'a rien mangé depuis hier. » Esteban prit la fillette dans ses bras. Elle était si légère qu'il crut porter une plume glaciale. « Tiens bon, Ija, tiens bon. » Il la plaça dans la voiture et démarra avec rage, tandis qu'une pluie violente tambourinait sur le pare-brise. Chaque goutte semblait supplier, « Ne la laisse pas mourir. » Il supplia intérieurement, « Jésus, pas elle. Pas encore. Ne m'inflige pas une nouvelle perte. » Quand il pénétra dans l'hôpital le plus prestigieux de la ville, trempé, les bottes couvertes de boue, criant à plein poumon qu'il avait besoin d'aide, les infirmières hésitèrent un instant, surprises de voir cet homme au visage déformé par l'angoisse. Elles lui demandèrent des documents. Il n'en avait aucun. Il lança d'une voix cassée, « Mettez tout à mon nom. Esteban Moral. » Ce nom, dans ses murs, suffisait à faire tomber tous les obstacles. En moins d'une minute, les équipes médicales s'activèrent. Elles l'arrachèrent à son étreinte et la firent disparaître dans un couloir blanc où tout pouvait se jouer entre la mort et la vie. Il resta planté dans la salle d'attente, le regard vide, les mains encore imprégnées de terre, tremblant comme un arbre malmené par la tempête. Une heure entière passa. Chaque minute ressemblait à une punition. Enfin, un jeune médecin s'approcha, « La petite est vivante, mais elle souffre de malnutrition sévère et de forte fièvre. Si elle avait passé une journée supplémentaire sans manger, elle ne serait probablement plus là. » Esteban ferma les yeux, un sanglot silencieux secoua sa poitrine.
Elle donnait sa nourriture aux autres enfants, confessa-t-il dans un souffle. Le médecin le regarda avec une admiration étonnée, cet enfant possède un cœur plus grand que son corps. Cette nuit-là, Esteban resta à son chevet. Ana Lucia, branchée à des perfusions, respirait faiblement, mais d'un souffle régulier. Une minuscule bataille se livrait dans ce corps émacié et pourtant si courageux. Assis près du lit, Esteban prit sa petite main entre les siennes, avec une douceur que lui-même ne se connaissait pas. Il observa la lumière du moniteur danser sur son visage endormi et sentit qu'en cet instant précis, toute sa fortune, tout son empire, toute sa vie passée ne valait rien face au battement ténu du cœur de sa petite fille. Il ne prierait pas pour un miracle. Le miracle était déjà devant lui, vivant. Il comprit que Jésus ne lui demandait pas d'être parfait ni irréprochable. Il lui demandait simplement d'être là, d'aimer, de réparer, de protéger. La foi ne résidait pas dans des statues dorées ni dans des temples de marbre. Elle résidait dans une chambre d'hôpital, dans la lutte silencieuse d'une enfant qui avait faim, dans la main d'un grand-père enfin prêt à aimer. Esteban se pencha et chuchota avec une voix brisée mais pleine d'espérance. « Reviens vers nous, petite. Ta mère t'a aimé. Moi aussi je t'aime. Je suis ici et je ne partirai plus jamais. Tu es notre seconde chance. » La nuit continua de tomber sur la ville, mais dans cette pièce éclairée par une lueur blanche et fragile, une rédemption commençait doucement à se tisser. Esteban n'était plus un homme riche en train de sauver une inconnue. Il était un grand-père qui retrouvait sa famille. Une vie venait de changer. Et ce changement ne s'achèverait pas avec l'aube, car l'amour, une fois réveillé, ne se rend plus jamais au silence. Esteban fixait le visage fragile d'Anna. Dans la courbe de son front et dans la forme douce de sa bouche, il retrouvait le reflet de Lucia, sa fille perdue. Une brûlure douce lui traversa la poitrine. Il glissa une main dans la poche intérieure de son manteau et sentit le papier jauni de la lettre, celle qu'il avait lue tant de fois que les mots s'étaient imprimés dans sa mémoire comme une cicatrice. Il murmura presque Sinvose, « Elle m'a pardonné. » Pourtant, la douleur persistait, aiguë, insatiable. Les larmes, trahissant son apparente dignité, roulèrent sur ses joues fatiguées. « Seigneur Jésus, pourquoi as-tu attendu si longtemps pour me montrer la vérité? Pourquoi fallait-il que je perde tout avant de comprendre ?» Le silence de la chambre hospitalière fut son unique réponse, uniquement brisé par les bips réguliers du moniteur cardiaque qui marquait le rythme précis de son repentir. Chaque pulsation disait « orgueil, douleur, rédemption ». Chaque battement était un rappel de ce qui importait vraiment, de ce qu'il avait oublié en poursuivant une richesse inutile. Lorsque le détective Méné arriva en fin d'après-midi, Esteban ne leva que faiblement la tête, comme s'il craignait que toute nouvelle vérité lui arrache un nouveau morceau d'âme. « Qu'avez-vous découvert » demanda-t-il d'une voix brisée. « Tout, Sonore. C'est confirmé. Cette petite, elle est bien votre petite fille. Les archives de l'hôpital public concordent. Lucia Moral est décédée il y a 10 ans. Elle n'était pas seule. Une voisine, Doña Mercedes, l'a accompagnée jusqu'à la fin. Personne n'a réclamé son corps. » Les poings d'Esteban se crispèrent. La lettre qu'il serrait devint l'unique héritage de sa fille. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. « Et, j'ai appris autre chose, » poursuivit le détective, avec hésitation. « Dans ces derniers jours, Lucia parlait encore de vous. Elle disait que vous n'étiez pas un homme mauvais, seulement un homme qui avait oublié comment aimer. » Esteban ferma les yeux. Oui. Elle avait raison. Il avait laissé la peur gouverner son existence. Un homme qui oublie l'amour devient son propre bourreau. Il eut une pensée pour Anna, cet enfant lui rappelait une version de Lucia qu'il n'avait jamais su protéger. Le lendemain matin, Anna ouvrit lentement les yeux. Le plafond blanc et les machines autour d'elle lui firent comprendre qu'elle n'était plus dans la rue. Elle voulut se redresser, mais une main douce l'en empêcha. « Tranquille, Ija. Tu es en sécurité. Tu es au bon soin ici. Tes frères mangent en bas. Ils vont bien. Je ne peux pas payer tout ça, Sonore. C'est déjà réglé. » Par qui? Un léger sourire, tendu par l'émotion non contenue, passa sur son visage. Par quelqu'un qui t'aime beaucoup. Elle le regarda, perplexe. Pourquoi faites-vous tout cela pour moi? Il inspira profondément, comme si chaque mot risquait de briser ce fragile instant. Parce que tu me rappelles quelqu'un que j'ai aimé plus que ma propre vie. Elle le dévisagea avec une douceur craintive. Ma mère? Il détourna le regard.
Les larmes montèrent. Oui. Je l'ai perdu par orgueil. Je refuse de te perdre toi aussi. Anna baissa la tête. Maman disait que son père n'était pas mauvais. Il avait seulement peur. Esteban lui prit la main, et sa voix trembla, elle disait vrai. J'avais peur d'aimer trop fort, comme si le bonheur allait me voler quelque chose. Le soleil pénétra par la fenêtre et enveloppa la pièce d'une chaleur délicate. Anna sourit faiblement. Alors, vous êtes mon grand-père. Il ne parla pas. Il hocha simplement la tête, submergé. Ses yeux brillèrent d'un amour retrouvé. Et toi, tu es mon miracle, murmura-t-il dans un souffle. La petite serra sa main. Maman disait que le pardon est la forme la plus puissante de l'amour. Aujourd'hui, vous me montrez ce que cela signifie. La pluie avait cessé dehors. À l'intérieur, le silence ne pesait plus, il respirait enfin l'espérance. L'homme qui avait tout possédé sauf la paix venait de trouver le seul trésor qui lui manquait, une seconde chance. L'aube suivante apporta une sérénité nouvelle à l'hôpital. Anna commençait à retrouver des couleurs. Chaque respiration était une victoire sur la culpabilité qui avait rongé Esteban pendant des années. Lorsque l'infirmière apporta le petit déjeuner, Anna secoua la tête. « Je n'ai pas faim. »« Alors mange pour moi, » répondit Esteban tendrement. « Je te dois plus que tu ne peux l'imaginer. »« De la dette ? Je n'ai rien fait. Tu m'as rendu quelque chose que l'argent ne peut acheter. Tu m'as rendu la foi. » Un vrai sourire éclaira le visage de la fillette. Il s'adoucit, émerveillé. Il n'y avait nul besoin d'examen génétique. Dans ses yeux, il reconnaissait Lucia. Plus tard, les 4 petits frères d'Anna déboulèrent dans la chambre en criant son nom. Elle les étreignit, les larmes aux yeux. Esteban les observa en silence, ces enfants qui ne partageaient pas leur sang l'aimaient pourtant comme une mère. Elle avait déjà construit une famille sans lui. « Sonore Esteban, est-ce qu'ils peuvent rester ici ?» demanda Anna. « Bien sûr. Cette chambre est la vôtre désormais. » Un feu se ralluma dans le cœur du vieil homme. Dans le rire de ses orphelins, il trouva ce qu'il avait sacrifié il y a trop longtemps, son humanité. Cette même après-midi, Anna lui demanda à parler en privé. « Pourquoi vous occupez-vous de moi ? Vous n'y êtes pas obligé. » Il plongea dans sa poche et en sortit la lettre. « Parce que ta mère me l'a demandé. Elle a écrit ceci, pour toi. Pour moi. » Ses doigts tremblants saisirent ce morceau de papier qui était la dernière trace matérielle de Lucia. « Comment l'avez-vous trouvé ? » Une voisine l'a conservé toutes ces années. Je l'ai lu. Je ne pouvais pas attendre. J'avais besoin d'entendre sa voix. Qui a-t-il écrit ? Qu'elle me pardonnait. Qu'elle voulait que je prenne soin de toi si je te retrouvais. Elle disait que l'orgueil était la malédiction de notre famille. Anna pressa la lettre contre son cœur. Alors, vous êtes vraiment mon abuelo ? Oui, Ija. Et si tu m'autorises, je veux l'être pour de vrai. Elle se jeta dans ses bras. Les larmes des deux se mélangèrent, lavant la douleur accumulée depuis 10 ans. Pardonnez-moi d'avoir douté, sanglota-t-elle. Non, c'est moi qui demande pardon. J'aimais ta mère, mais je n'ai jamais su le lui montrer. Anna posa une main sur sa joue. Vous ne l'avez pas perdue, abuelo. Elle vit en moi. Ces mots effondrèrent ses défenses. Il la serra plus fort, résolu à ne plus jamais la laisser s'échapper. Ce soir-là, dans la grande demeure des Lomas, Esteban ouvrit enfin les portes restées closes depuis une décennie. Les lumières jaillirent sur les sols de marbre et les toiles couvertes de poussière. « Bienvenue chez vous », dit-il avec une voix tremblante. Anna et les 4 enfants franchirent l'entrée, émerveillés. « On va vivre ici ?» demanda la petite Jessica, écarquillant les yeux. « Oui. Ici, nous vivrons tous. » Les rires des enfants résonnèrent dans les couloirs, ramenant la vie là où la solitude avait façonné son royaume. La maison, jadis mausolée de son propre orgueil, devenait un refuge pour ceux que le monde avait oubliés. Un foyer où l'amour remplaçait enfin l'argent comme véritable richesse. À minuit, Esteban sortit dans le jardin. La lune se reflétait sur la fontaine, et l'eau chantait comme une voix familière. Ils sortirent le crucifix d'argent de sa poche et le serra entre ses doigts. Merci, de ne pas avoir abandonné. Une brise tiède effleura sa joue comme une caresse maternelle. Il sourit. Dieu ne l'avait jamais abandonné.
Il avait seulement attendu que son cœur s'ouvre enfin. Derrière lui, Anna s'approcha, enveloppée dans une couverture. « Vous ne dormez pas ? » ?»« Non. »« Et toi ? » ?»« Maman disait que lorsque l'on ne parvient pas à dormir, c'est que Dieu cherche à nous parler. » Il se tourna vers elle et hocha la tête. « Alors parlons-lui ensemble. » Sous le ciel vaste du Mexique, le grand-père et la petite-fille prièrent pour la famille qu'ils venaient de retrouver. Les jours suivants furent une explosion de vie dans la maison morale. Le tic-tac solitaire des horloges laissa place aux pas précipités, aux voix joyeuses, aux courses dans les escaliers. Les murs semblaient respirer de nouveau. Anna s'affairait à organiser les chambres, plier les vêtements, aider en cuisine. Sans même le vouloir, elle insufflait à cette demeure de pierre froide une chaleur nouvelle, transformant un palais en foyer, un monument en cœur battant. Esteban l'observait souvent en silence. Plus il la regardait, plus il voyait le miracle, Dieu avait tissé la grâce dans la douleur, et offert un renouveau à celui qui croyait ne plus mériter la paix. Il avait perdu une fille. Il venait de retrouver une famille. Et cette fois, il ne la laisserait jamais s'effondrer. Il avait credo que l'argent pouvait tout acheter, que les billets comblaient les absences et que les richesses élevées effaçaient les erreurs du cœur. Pourtant, cette Nina silencieuse à ses côtés lui apprenait l'inverse chaque jour. La véritable félicidad se construisait avec amour, présence et tendresse, et non avec des lingots ou des possessions. Une après-midi, alors qu'Anna étendait des draps encore tièdes du soleil, il lui dit avec une sincérité que sa voix n'avait jamais connue, « Ta mère serait si fière de toi. » Elle sourit doucement et répondit, « Et de vous aussi, Abuelo, parce que vous avez changé. » Peu à peu, le personnel domestique avait regagné la demeure. Il ne comprenait pas tout à fait le bouleversement qui s'y jouait. Les rumeurs circulaient dans les couloirs, « Qui sont ces enfants ? On dit qu'ils sont orphelins. Et la petite, c'est la petite fille perdue du patron. » Malgré les chuchotements et les regards curieux, personne n'aurait osé remettre en question l'autorité du vieux. Pourtant, Esteban ne ressentait plus le besoin d'intimider. Sa force ne venait plus de son argent ni de sa réputation, mais de ce qu'il devenait, un homme que l'amour avait redressé. Dans la cuisine, il riait à gorge déployée devant les enfants qui dévoraient du pain dulce, répandant des miettes partout. « Avant, je détestais le désordre, » dit-il en secouant la tête entre deux éclats de rire. « Maintenant, je crois que j'en ai besoin. » Anna le regarda, surprise par l'infinie tendresse dans sa voix. « Le désordre, c'est aussi la vie, Abuelo. Et vous me l'apprenez. » Cette noche-là, avant d'aller dormir, Esteban s'arrêta devant le portrait de Lucia, sa fille. « Ta maison résonne à nouveau de rire, » susurra-t-il. « Tes enfants sont chez eux. » Il croyait avoir enfin trouvé la paix. Pourtant, le destin n'avait pas dit son dernier mot. Une tarde, alors qu'Anna jouait au jardin avec ses frères de cœur, un rugissement de moto brisa la tranquillité. Un homme massif, regard chargé de darkness et sourire tordu, s'arrêta devant le portail. Anna blêmit, paralysée. Salvador Ortega. Souffla-t-elle. Celui qui jadis l'avait exploité dans les rues. Alors, c'est ici que tu te caches, petite ? En entendant les cris, Esteban sortit aussitôt. Qui êtes-vous ? Demanda-t-il froidement. Juste un vieil ami de la Nina. Vous n'avez rien d'un ami. Elle me doit de l'argent. Anna secoua la tête, tremblante. Je ne vous dois rien. Elle a volé ma marchandise et s'est enfuie avec ses gamins. C'est faux. Esteban avança d'un pas, le regard dur. Sortez immédiatement de ma propriété. Salvador éclata d'un rire sans joie. Vous ignorez à qui vous parlez, vieillard. Dans ce quartier, tout le monde me doit le respect. Dans ce pays existe encore la justice, répondit Esteban sans fléchir. Et si vous revenez, vous la connaîtrez. La mienne. Le malfrat le fixa, prêt à répliquer, puis quelque chose dans l'attitude du vieil homme le fit reculer. Il remonta sur sa moto et disparut dans un nuage de poussière. Anna tremblait de tous ses membres. Abuelo, il voulait me faire travailler pour lui. Esteban la prit dans ses bras. Il ne te fera plus jamais de mal. Cette noche-là, il contacta son avocat et le détective Méné. Trouvez tout ce que vous pouvez sur cet homme. Moins d'une semaine plus tard, Salvador Ortega était arrêté pour extorsion, trafic de mineurs et maltraitance. Anna n'en revenait pas, il est vraiment en prison. Oui, ma fille. La justice tarde parfois, mais elle arrive. Alors c'est un miracle. Esteban sourit.
Non. C'est du courage. Tu m'as appris à ne plus me taire devant l'injustice. Les mois suivants furent les plus heureux de la vie d'Adana. Les enfants allaient désormais à l'école. La mansion se remplissait de fleurs, de rires et de l'arôme du pain qui sortait du four chaque matin. Les voisins souriaient en voyant Esteban marcher dans les rues, saluant chacun avec respect. Buenos días, don Moral. Il répondait toujours avec une chaleur nouvelle. La presse parla bientôt de lui comme du « billionnaire redimé ». Il s'en moquait. Seule comptait la libertad retrouvée d'Anna qui courait entre les rosiers, le cœur léger. À travers elle, il voyait le miracle du pardon, l'espérance ressuscitée. L'argent avait bâti son empire, mais c'était l'amour du Nina qui avait sauvé son âme. Un soir, quand les lumières de la grande demeure s'éteignaient peu à peu, Anna rejoignit Esteban sur le balcon. « Abuelo, crois-tu que maman nous voit ?»« Bien sûr. Elle nous observe et elle sourit. »« Alors, elle voit tout cela ? Les rires, les fleurs, notre bonheur ?» Il hocha la tête. « Elle voit que nous ne sommes plus seuls. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Merci de ne pas avoir abandonné. » Il la serra doucement sans dire un mot. Au loin, les lumières de la Ciudad de Mexico brillaient comme des promesses. Et parmi elles, une étoile scintillait plus intensément, comme un message silencieux venu du ciel. La rédemption de l'âme commence lorsque l'amour triomphe de l'orgueil. Le temps passa et la maison, autrefois vide de vie, devint un refuge pour les cœurs blessés. Les voix d'enfants y dansaient comme une musique. Pourtant, une sombra recommença à troubler les nuits d'Anna. Elle se réveillait en sursaut, le souffle court, chassée par des suénoz où elle se retrouvait dans la rue, où Esteban disparaissait, où les enfants l'appelaient dans une oscuridad sans fin. Ce n'est qu'un rêve, murmurait-elle au matin. Cependant, la peur ne la quittait pas, tapie dans un coin de son âme. Esteban remarqua les cernes, les silences prolongés, les regards perdus. « Tu n'as pas bien dormi ?»« Si, abuelo. Je suis seulement fatigué. » Elle mentait. Dans le fond, elle craignait que cette vie soit trop belle pour durer. Que le destin, capricieux, décide de tout lui reprendre. Parfois, la felicidad effraie plus que la souffrance. Son école était prestigieuse. Les élèves arrivaient dans de grandes voitures, impeccables dans leurs uniformes. Anna tentait de trouver sa place, mais son passé collait à ses pas comme une ombre impossible à nier. Un midi, alors qu'elle mangeait seule, un groupe de filles l'approcha. « On dit que tu vivais dans la rue, c'est vrai ?» demanda Fernanda, la plus populaire. « Oui », répondit Anna sans honte. « Quel dégoût !» ricana une autre. « Tu devais avoir des poux. » Les rires fusèrent, cruels et aiguisés comme des lames. « Et les gamins avec qui tu vis, eux aussi étaient des mendiants. » Anna serra son sandwich entre ses doigts tremblants. « Ce sont ma famille. »« Famille » répéta Fernanda avec mépris. « Ma mère dit que ton grand-père est fou. Qu'il vous a recueilli pour se donner bonne conscience. » Anna se leva, le visage brûlant. « Ne parle pas ainsi de mon abuelo. »« Pourquoi ? » ?»« C'est la vérité. Quand il se lassera, il vous renverra dans la rue. » Ces mots la transpercèrent, car ils nommaient sa plus grande peur. Elle rentra à la maison silencieuse, jouant la comédie du sourire à table, mais son assiette resta intouchée. Les enfants riaient. Esteban racontait une anecdote de sa jeunesse. Elle se sentait en train de sombrer. Elle inventa un prétexte et monta dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, Esteban, inquiet, la rejoignit. Il la trouva près de la fenêtre, recroquevillée contre un coussin. « Qu'y a-t-il, Hija ?» Elle secoua la tête, mais ses yeux trahissaient la bataille interne. « Quelqu'un t'a dit quelque chose ?» Un silence. Puis une confession. « À l'école ? Elles disent que vous nous gardez ici par pitié. Que vous finirez par nous abandonner. » Esteban sentit son cœur se serrer. Il s'assit à ses côtés, prit ses mains entre les siennes. « Écoute-moi attentivement. Rien de ce que vous pourriez faire ne me ferait me lasser de vous. Vous êtes ma famille. Et la famille ne s'abandonne jamais. Nous sommes différents, c'est vrai. Et c'est précisément ce qui nous rend précieux. » Anna éclata en sanglots. « J'ai peur que tout s'écroule, abuelo. De me réveiller un matin et d'être de retour dans la rue. » Il la serra contre lui avec détermination. « J'ai eu peur aussi. Peur de perdre, peur d'aimer, peur de croire.
Tu m'as enseigné que la peur se vainc par la foi. Elle leva les yeux vers lui. La foi. La même foi que ta mère avait en écrivant sa lettre. Tu me l'as rendue. Un sourire fragile éclaira le visage d'Anna. Maman disait que la foi était comme une petite flamme. Même si le vent souffle fort, elle ne s'éteint pas si on la protège avec ses mains. Esteban lui caressa les cheveux avec douceur. Alors nous protégerons cette flamme ensemble. Anna s'endormit dans ses bras, pour la première fois paisible depuis des semaines. Et Esteban resta éveillé longtemps encore, veillant sur ses rêves, dans une promesse silencieuse et inviolable, jamais plus il ne permettra que la moindre ombre ne blesse son enfant. Le lendemain matin, Esteban prit une résolution qui changea le cours de leur vie. Il enfila son meilleur costume gris, celui qu'il avait porté autrefois lors des signatures de contrats importants, et appela sans hésitation le directeur de l'école. Sa voix transmit une détermination inébranlable, il exigea un entretien immédiat concernant une affaire de harcèlement. La réunion fut tendue. Le directeur, mal à l'aise, tentait de préserver ses intérêts. Il essaya de justifier les agissements de Fernanda, son père est l'un de nos principaux mécènes. Nous ne pouvons pas nous permettre de... Esteban ne le laissa pas terminer. Il parla posément, sans hausser le ton à aucun moment, ce qui rendit ses mots plus tranchants encore. Je financerai une nouvelle bibliothèque pour votre établissement. Une bibliothèque magnifique. Toutefois, si ma petite fille est encore une seule fois humiliée dans cet établissement, je vous jure que je ferai fermer cette école de mes propres mains. Le silence devint si lourd qu'il sembla étouffer la pièce. Le directeur, pâle, acquiesça simplement. 2 jours plus tard, Fernanda fut suspendue et ses parents durent présenter des excuses publiques. Anna apprit la nouvelle par ses camarades, mais Esteban garda le silence. Au petit déjeuner, il se contenta de lui adresser un clin d'œil complice. « Alors, tu as bien dormi » demanda-t-il avec légèreté. « Oui, grand-père, très bien, merci. » Nul besoin de plus de mots. La justice, songea Esteban, pouvait parfois prendre la forme d'un amour ferme et protecteur. Cet après-midi-là, tandis qu'il se promenait dans le jardin parfumé, Anna inspira profondément le parfum des fleurs avant de murmurer « Je n'ai plus peur ». Esteban la regarda, surpris. « Pourquoi cela ?» Elle leva son regard vers le sien, brillant d'une maturité que peu d'adultes possèdent. « Parce que j'ai compris qu'une personne qui a une vraie famille n'a plus peur de perdre quoi que ce soit. » Le cœur d'Esteban se gonfla de fierté. « Tu es bien ma petite fille. » Au même moment, dans les jeux de lumière qui filtraient entre les arbres, il crut apercevoir la silhouette de Lucia, souriante. Était-ce l'imagination, ou un signe venu du ciel? Peu importait, sa blessure invisible commençait enfin à guérir. Les jours suivants redonnèrent un rythme normal à la maison, mais au fond de lui, Esteban avait changé. Il comprenait désormais que son rôle ne consistait pas seulement à protéger Anna, mais à lui apprendre à tenir sa propre voix haute dans un monde qui récompense parfois le mensonge et punit la vérité. Un matin, il la convoqua dans son bureau. « Anna Lucia, approche. » Elle entra, intriguée. « Que se passe-t-il » Il prit une profonde inspiration. La sincérité est un don précieux, mais elle peut aussi devenir un fardeau. Elle te fera souffrir, plus d'une fois, mais elle préservera toujours ta liberté. Anna repensa alors au morceau de pain qu'elle avait refusé au supermarché, ce jour où leur destin à tous deux avait changé. « Et si les autres ne comprennent pas » demanda-t-elle avec inquiétude. « Alors tu continueras ton chemin. La vérité n'a pas besoin d'applaudissements. » Elle s'approcha et le serra contre elle. Maman disait que la vérité brûle, mais qu'elle purifie. Esteban sourit à travers l'émotion. Ta mère connaissait le feu mieux que quiconque. Ce même jour, le directeur demanda à rencontrer de nouveau la famille. Il utilisa un ton poli, mais fébrile. Nous apprécions profondément votre généreuse contribution pour la bibliothèque. Toutefois, certains parents expriment leur inquiétude quant aux antécédents de votre petite fille. Esteban se raidit. Que voulez-vous dire? L'homme hésita. Son passé dans la rue, certains pensent qu'elle pourrait ne pas être un bon exemple pour leurs enfants. Anna baissa les yeux, blessée. Esteban prit alors sa main et répondit avec une autorité qui fit trembler les murs. Si ses parents possédaient seulement la moitié de l'intégrité que cet enfant a dans le cœur, notre pays ne serait pas dans un tel état. Le directeur se confondit en excuses maladroites. Je ne voulais pas vous offenser. Alors ne le faites plus. Et sachez-le, la pauvreté ne salit personne.
La seule vraie tâche, c'est l'hypocrisie. Anna le regarda comme si elle découvrait un héros. En sortant, ils trouvèrent des journalistes qui les attendaient. L'histoire du milliardaire défendant sa petite-fille orpheline avait filtré. Monsieur Moral, demanda l'un d'eux, micro tendu, est-il vrai que cet enfant vivait dans la rue? Esteban inspira, et répondit sans détour, oui, et j'en suis fier. Car cette fillette a eu plus de courage que beaucoup d'adultes. Elle m'a appris que la dignité ne dépend ni d'une adresse ni d'un nom. Anna serra sa main et demanda timidement, puis-je dire quelque chose? Le journaliste hocha la tête. La petite déclara avec douceur, ma maman disait que la vérité ne se crie pas, elle se montre. Je veux simplement dire aux enfants qui sont encore dans la rue qu'ils n'ont jamais besoin de mentir pour être aimés. Le silence fut sacré. Les caméras capturèrent cet instant qui devint viral en quelques heures. Le Mexique entier apprit le nom d'Anna Lucia Moral, la petite fille du magnate, celle qui parlait de foi, de justice et de rédemption. Les invitations affluèrent. On souhaite que tu prennes la parole lors d'un événement sur les inégalités sociales, lut Esteban dans un courriel. Anna rit nerveusement. Et que pourrais-je dire, moi? La vérité, toujours, répondit-il. Sur scène, face à une foule immense, elle trembla un instant puis se lança, le regard éclairé par la force du vécu, je ne viens pas d'une famille riche. Je viens de la rue. Je viens de la faim, de la peur, mais aussi du pardon et de l'espérance. Mon grand-père et moi avons appris que l'argent peut acheter de la nourriture, mais pas de l'amour, et que personne n'est trop pauvre pour ne pas donner, ni trop riche pour ne pas avoir besoin de pardon. L'auditorium entier se leva pour l'ovationner. Esteban, les yeux noyés, applaudissait de toute son âme. Ce soir-là, assis dans le jardin, elle lui demanda doucement, « Pourquoi pleures-tu » Il regarda le ciel étoilé. « Parce qu'aujourd'hui j'ai compris ce qu'est un véritable héritage. Ce n'est ni l'argent, ni les magasins, ni les journaux. C'est une génération qui apprend à dire la vérité sans crainte. » Anna posa sa tête sur son épaule. « Penses-tu que maman serait fière ? Je n'en doute pas une seconde. » Les semaines suivantes insufflèrent une paix nouvelle, mais aussi une mission. Anna Lucia ne rêvait plus de survie, elle rêvait de construire. Un après-midi, elle déclara avec passion, « Abuelo, je veux créer un lieu pour les enfants qui vivent encore comme je vivais. Pas un orphelinat, une maison où ils pourraient manger, apprendre un peu, dormir en sécurité. Même si ce n'est que pour un temps. » Ces mots résonnèrent en Esteban comme une révélation sacrée. Une maison pour ceux qui n'en ont pas. Une maison portant le prénom de Lucia. Ta mère serait fière, murmura-t-il, ému. Je serai avec toi dans cette mission. La maison se transforma en chantier d'idées. Architectes, juristes, travailleurs sociaux se réunissaient chaque jour. Anna choisissait les couleurs des murs, les jouets, les lits. Je veux que ça sente le pain chaud, riait-elle. Comme celui que j'ai rendu, un jour. Alors il en sera ainsi, promit Esteban. Cependant, la bonté dérange ceux qui profitent du mal. Les autorisations administratives se perdirent étrangement dans les bureaux. Des fonctionnaires, froids et méprisants, prétendaient que leur projet était inutile. Votre initiative risque de perturber un système déjà fonctionnel. Trop fonctionnel pour certains intérêts. Esteban comprit, la misère servait de commerce à certains. Et eux dérangeaient ce commerce. Puis un député, Augusto Ferreira, appela. Ne vous immiscez pas dans ce domaine, Moral. Cela vous attirera des ennuis. Considérez cela comme un conseil amical. Il raccrocha avec un visage dur. Il est important, dit Anna. Important, oui. Honnête, non. Et c'est cela qui les rend dangereux. Ils prièrent ensemble. Seigneur Jésus, si cette maison est ta volonté, ouvre les portes. Sinon, montre-nous un autre chemin. La foi de la petite bouleversa Esteban davantage que tout discours politique. Les obstacles devinrent attaques, rumeurs, fausses accusations, articles haineux. Certains journaux titrèrent « Un milliardaire cherche à racheter ses péchés avec un orphelinat de luxe ». Anna refusa de baisser la tête, « Si nous renonçons, leur mensonge gagne ». Esteban vit une leader se dresser devant lui. « La vérité ne se vend pas », déclara-t-elle. Ils tinrent une conférence de presse. Je m'appelle Anna Lucia Moral. Il y a un an je dormais sur le trottoir. Aujourd'hui j'ai un foyer et je veux que d'autres l'aient aussi. Nous ne demandons pas d'argent. Nous demandons la permission d'aimer.
Si certains craignent cela, interrogez-vous, pourquoi? Les applaudissements furent tonitruants. Le soutien national explosa. Les dons affluèrent. Les travaux reprirent. Les permis furent débloqués. Le jour où la première pierre fut posée, Anna éclata en sanglots. On a réussi, Abuelo. Tu as réussi, ma fille. Moi, je n'ai fait que te suivre. Une plaque fut scellée, Casa Lucia. Un refuge où l'innocence retrouve foyer. Des dizaines d'enfants les entouraient, et le soleil baignait leurs visages. C'était la victoire de l'amour sur l'abandon. Mais la joie fut de courte durée. Très vite, des accusations aussi infâmes que fausses commencèrent à circuler. Esteban fut accusé de détention illégale et exploitation de mineurs. Un matin, la police se présenta devant la demeure. Des menottes claquèrent autour de ses poignets. Anna cria, dévastée. Esteban tenta de la rassurer, tout ira bien, ma fille. La vérité nous défendra. On l'emmena sous les regards des enfants en pleurs, dans un vacarme de sirènes et de caméras. Dans la voiture de police, Esteban fixa un petit crucifix suspendu au rétroviseur. Donne-moi la force de continuer, Seigneur. À la préfecture, il fut interrogé pendant des heures. On lui montra des photos sorties de leur contexte, prises dans des angles malveillants, tentant de transformer la tendresse en soupçon. Esteban devint livide. Qui complotait dans l'ombre pour détruire leur œuvre? Il leva les yeux, le cœur meurtri mais debout. Car il savait une chose, l'amour, même traqué, ne disparaît jamais. Et la vérité, bien que piétinée, finit toujours par se relever. Anna Lucia serrant les poings, observait la maison devenue trop grande sans les rires des enfants. Quelques heures auparavant, les services sociaux les avaient arrachés les uns aux autres avec une froideur implacable. On ne peut pas nous séparer, nous sommes une famille, avait-elle crié en vain, la voix brisée. Une femme, sans oser la regarder dans les yeux, s'était contentée de répondre que c'était, pour leur sécurité. Depuis, la demeure autrefois chaleureuse résonnait d'un silence qui faisait mal. Seule dans une chambre dépouillée de tout ce qui lui était cher, Anna relut les phrases de la lettre de sa mère que son grand-père conservait comme le trésor le plus sacré, l'orgueil et la malédiction de notre famille, mais la vérité trouve toujours son chemin, ces mots se transformèrent en braise dans son cœur. Si le monde refusait d'écouter son grand-père, alors elle forcerait le monde à lui tendre l'oreille. Elle saisit le téléphone avec une détermination nouvelle. Je veux parler. Je veux dire la vérité. Le lendemain, le visage d'Anna Lucia apparut sur tous les écrans du pays. Devant les caméras, les yeux rougis mais la voix assurée, elle lança un plaidoyer aussi vibrant qu'un cri de survie, « Mon grand-père n'est pas un criminel. Il nous a sauvés de la rue, il nous a donné un foyer, de la nourriture, de l'amour. Ceux qui l'accusent ignorent tout de notre histoire. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes sa famille. » Chaque mot portait la chaleur d'une vérité vécue, et son courage bouleversa la nation. Si vous voulez protéger les enfants, commencez par écouter ceux qui ont connu le désespoir, ajouta-t-elle en serrant son crucifix contre sa poitrine. Il ne nous a pas enfermés, il nous a appris à vivre. En quelques heures, son message devint un raz-de-marée. Les réseaux sociaux s'embrasèrent avec un seul mot d'ordre, #libérez Don Esteban. Pourtant, ceux qui voulaient faire tomber Esteban Moral ne comptaient pas reculer. Le soir même, une rumeur sinistre fit surface, une prétendue « nouvelle preuve » accusait de nouveau Esteban. Anna s'effondra sur son lit, les larmes roulant malgré elle. « Ils veulent nous détruire, Abuelo » murmura-t-elle vers le ciel, comme si sa mère et Dieu pouvaient l'entendre. Le coup le plus brutal se produisit le lendemain. Doña Concepción, la fidèle gouvernante qui travaillait depuis des décennies pour Esteban, apparut en larmes devant les journalistes massés devant la demeure familiale. « C'est moi » avoua-t-elle, tremblante. « J'ai pris ces photos. On m'a payé beaucoup d'argent. Il disait que c'était pour protéger les enfants, que Don Esteban perdait la raison. » La confession explosa comme un tonnerre sur le pays. À la question « Qui vous a payé ?», elle répondit « Un homme élégant, avec un accent de politicien. Il disait représenter des familles puissantes qui voulaient arrêter le projet de Don Esteban. » Lorsqu'Anna entendit cette déclaration, son regard s'enflamma. Elle chuchota comme si le monde entier devait l'entendre, c'était lui, le député Ferreira. Ce jour-là, elle comprit que son combat dépassait largement sa propre famille. Elle ne se battait plus seulement pour le non moral, mais pour toutes les vies que Casa Lucia sauvait. Dans la solitude de sa chambre, agenouillée sur le sol froid, elle pria « Jésus,
si tu es vraiment avec moi, aide-moi à faire éclater la vérité. Ne m'abandonne pas, une brise légère entra alors par la fenêtre et fit s'ouvrir la lettre. Sous ses yeux se révéla une phrase qui scintilla comme une réponse, « Si tu te retrouves dans l'obscurité, ne crains rien. Dieu voit ce que les hommes cachent. » Anna essuya ses larmes. Elle était prête à reprendre le combat. Le matin suivant, le soleil se leva derrière un voile rouge, comme si la ville tout entière s'éveillait avec colère et espoir. Anna enfila la tenue simple qu'elle portait le jour où on l'avait trouvée, errante dans les rues. « Je veux paraître vraie, pas riche, » dit-elle en se regardant dans le miroir. Dans une main, la lettre de sa mère. Dans l'autre, sa foi. Elle marcha vers la chaîne de télévision, accompagnée du détective Méné, qui avait choisi de soutenir silencieusement la vérité. « Tu es sûr de vouloir faire cela ?» lui demanda-t-il. Elle répondit sans hésiter, plus que jamais. Sous la lumière froide du studio, elle déclara d'une voix d'abord fragile puis inflexible, « Je m'appelle Anna Lucia Moral. J'ai 13 ans et l'homme que vous accusez est mon grand-père. Il ne nous a pas exploités. Il m'a sauvé. Il m'a appris à lire. Il m'a redonné la foi. Si aimer les autres est un crime, alors nous devrions tous être condamnés pour cela. » Un silence solennel envahit les téléspectateurs, du nord au sud du pays. Elle poursuivit, « Je ne veux pas qu'on me plaigne. Je veux la justice. Ceux qui nous ont accusés ont détruit un foyer, séparé 20 enfants qui avaient enfin trouvé un refuge. À ceux qui mentent pour de l'argent, à ceux qui utilisent le pouvoir pour écraser les faibles, je dis ceci, vous ne nous ferez jamais taire, parce que la vérité ne demande pas de force, seulement du temps. » Des millions de personnes furent témoins de cet acte de bravoure. La clameur de la population enfla. Les protestations encerclèrent le commissariat où Esteban était détenu. Dans son cachot, il entendit les voix qui réclamaient justice. Il tomba à genoux, priant Dieu de ne pas laisser disparaître la vérité. Le détective Méné arriva peu après. « Nous avons quelque chose, » dit-il, posant un dossier sur la table. Des preuves irréfutables démontraient que l'argent versé à Concepción provenait directement du député Augusto Ferreira. La vérité commençait enfin à remonter à la surface. Une enquête journalistique révéla un vaste réseau de corruption impliquant des politiciens et des entrepreneurs détournant des fonds destinés aux orphelinats publics. Casa Lucia représentait une menace pour leurs profits. Devant les preuves accablantes, Augusto Ferreira tenta de fuir le pays. Il fut arrêté à l'aéroport devant les caméras tandis qu'il clamait son innocence avec hystérie. Toute la nation regarda la justice rattraper l'injustice. Anna, en voyant les images, éclata en larmes. « Abuelo, tu vas rentrer à la maison » cria-t-elle en serrant dans ses bras les enfants ramenés petit à petit de leur foyer d'accueil. Quelques heures plus tard, un communiqué officiel retentit, dont Esteban Moral est totalement innocent. Les accusations étaient fabriquées de toutes pièces. Devant les portes de la prison, Esteban apparut, le visage vieilli par les jours passés derrière les barreaux, mais les yeux brillants de soulagement. Anna se précipita vers lui, l'appela de toutes ses forces, « Abuelo ». Il la souleva dans ses bras et rit en pleurant. « Tu as gagné cette bataille, Minina. » Elle secoua la tête, « Non. La vérité a gagné. » Les photographes immortalisèrent l'instant. On appela cette image, la photo de la rédemption. Entouré d'applaudissements, Esteban fit une promesse, « Nous rebâtirons Casa Lucia. Et cette fois, personne ne pourra la détruire. » Ce soir-là, de retour dans la maison familiale, Anna posa la lettre de sa mère sur la table et dit doucement, elle savait que la vérité triompherait un jour. Esteban répondit avec gravité, « La vérité est comme le soleil. On peut la cacher un instant, mais jamais pour toujours. » À l'extérieur, une foule s'était rassemblée spontanément. Des bougies éclairaient la nuit. Les chants résonnaient comme des prières. Au-dessus de la ville, des feux d'artifice éclataient, célébrant la victoire de la foi sur la perfidie. À l'aube, une odeur de pain chaud et de tranquillité flotta dans la demeure Morale. Les enfants jouaient à nouveau dans le jardin. Assise près d'un rosier, Anna regardait le ciel avec un apaisement qu'elle n'avait jamais connu. Esteban la rejoignit, « À quoi penses-tu, Hija ?» Elle répondit, « À maman. Et à tout ce que nous avons traversé. » Il hocha la tête. La justice des hommes échoue parfois, mais la justice divine jamais. Les miracles ne tombent pas toujours du ciel comme des éclairs. Parfois, ce sont des vérités qui surgissent au moment exact où elles doivent éclater. Dans l'après-midi, un journaliste vint filmer une interview. Beaucoup vous voient comme le milliardaire repenti.
Est-ce ainsi que vous vous définissez? Esteban sourit avec humilité, je ne regrette pas l'argent que j'ai gagné. Je regrette d'avoir cru que cet argent me rendait supérieur aux autres. La rédemption des riches ne réside pas dans les dons qu'ils font, mais dans le partage de ce qu'ils sont. Posant les yeux sur Anna, il ajouta, ma petite fille est mon enseignante. Elle m'a appris que la foi ne se prêche pas. Elle se vit. Ce soir-là, des millions de personnes virent non seulement l'histoire d'un homme innocent enfin libéré, mais la preuve qu'une enfant armée de vérité et de foi peut défier les puissants. Le combat d'Anna et d'Esteban ne se termina pas dans cette victoire. Il augmenta l'espérance de tout un pays. Car la justice des hommes hésite, tombe, se perd parfois. La justice de Dieu, elle, arrive toujours à temps. Lorsque Comenzo el juicio contra el diputado Ferreira, poco imaginaban la magnitude de lo que saldría a la luz. Diatradia, la sala soleno de ciudadanos expectante, periodista con su cámara y víctima que por fin se atreviant a mirar al poder a los ojos. Cada testigo revela nueva pieza de un rompecabezas oscuro. Empresarios importantes, juces corrupto y funcionario que fingiant servir al pueblo cayeron une otra otro, implicado en una vasta red de extorsión, fraude y manipulación mediática. El P. entero seguía el proceso como si la justicia fuera un espectáculo en vivo, aunque en realidad era un anhelo colectivo que por fin se cumplía. En la audiencia final, Ana y su abuelo Esteban Moral se sentaron juntos. Ana apretaba fuerte la mano del anciano mientras el juez leía la sentencia. Culpable, résonnó en la sala. Ferreira, aquel hombre que se creía intocable, bajó la mirada por primera vez. Ana respiró profondamente y murmuró, alors, tout est terminé. Esteban negó suavement con la cabeza. Non, ma petite, respondió con voz serena. La justicia ne finit jamais avec un verdict. Ce n'est que le début. La justice véritable n'est pas vengeance, mais semence d'un exemplo pour les générations qui viennent. Al salir del tribunal, un grupo de Nino del Antigo albergue corrió hacia elo. Los mismo pequeño que alguna vez durmieron en el frío, olvidado por todo, abrazaron a Esteban y a Ana con un carino débordante. Merci, sonore Moral. Merci, Ana. Vous nous avez rendu la vie. Ella se agachó para rodearlo con los brazos mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Vous avez désormais un hogar où revenir, dijo ella con una sonrisa que brillaba más que el sol. Et esa noche, la familia entra se réunió en el comedor de la Casa Lucia. No habíamos les elegantes ni vajilla de lujo. Solo una mesa sencilla, pan recién hecho, una sopa caliente y risa que se elevaban como un himno. Ana levantó la vista y dijo, abuelo, sabe que mamá siempre sonó con abrir un refugio? Esteban asintió con la mirada cargada de recuerdo. Oui, et aujourd'hui, tu l'as fait en son nom. Ana tomó su mano. Non, abuelo, elo hemos hecho junto. Esteban observó los ojos de la nina con un orgullo suave. En elo no solo veía a Ana. Veía a Lucia, su hija perdida. Veía la prueba de que el amor puede sobrevivir incluso a los errores más difíciles de perdonar. Levantó su vaso de agua y propuso un brindis. A Lucia, à la foi, et à la seconde chance. Y todo repitiron, llenando la sala de un écho que no hablaba del pasado, sino de un futuro luminoso. Más tarde, cuando la casa durmió, Ana salió al jardín. La luna banaba de plata el camino de piedra. El crucifijo que colgaba de su cuello brilló con un resplendor timido. Se arrodilló frente al rosal que había plantado con su abuelo el día de la inauguración del refugio. Merci, Jésus, merci pour nous avoir rendu la vérité, pour nous montrer que l'amour vainc toujours la peur. Un viento tibio atravesó las flores, como si el cielo mismo reconociera su gratitud. Esteban se acercó en silencio y colocó su mano sobre el hombro de su nieta. Miraron junto el cielo estrellado. L'orgueil, la culpabilité et la douleur n'avaient plus de place entre eux. Seule restait la gratitude. Pasaron ces meses. La Casa Lucia creció hasta convertirse en un faro de esperanza en el barrio. Esteban, cuyo cabello habían perdido su último reflejo oscuro, caminaba cada mañana entre las olas improvisadas saludando a los niños. Elo corrió detrás de él con cuaderno en la mano, rodeándolo como si fuera un héros. Ana coordinaba actividad, clase de música, lectura, merienda nutritiva, taller de arte. Parecía poseer el alma de alguien que ya había vivido un siglo entero.
India Anuncio, Abuelo, le gantre Nino Nuvo. Vienant de Tijuana. Los rescataron de un albergue ilegal. El anciano la observo con una mezcla de dolor y orgullo. Chaque enfant qui entre ici est une nouvelle chance de guérir le monde. Ana sonrió. Ou d'apprendre aux adultes ce qu'ils ont oublié. En la entrada, una plaza dorada de Sia, là où il y eut de la douleur, l'espérance a fleuri. Ana la limpiaba cada manana con esmero. Porque habla de nosotros, de ti, de mama, de todo los que eligieron cree cuando nadie creía. Las tarderan un festival de risa, olor a pan recién horneado y canción. Alguno nino tocaban la guitarra, otro leían cuanto, y a veces la brisa arrastraba los sonido como si fueran semilla de esperanza viajando le jour. Ana se detenía a mirar a su alrededor y comprendía algo profundo. Todo aquello había nacido de una decisión pequeña, quasi insignificante, de volver un pan que podia haber robado. Le miracle de la vérité, pensaba siempre. Un dia, mientras regaban los rosales, Esteban levantó la vista hacia el cielo. Je suis fatigué, hija, dis-je en un susurro. Mais c'est une bonne fatigue, celle de quelqu'un qui a œuvré pour quelque chose de juste. Ana Elo abrazo. Esteban sonrió y anadio, je pensais que mon héritage serait mes magasins, mes immeubles, mais mon véritable héritage est ici, toi, et chaque rire que tu entends en ce lieu. Ana apoyó la cabeza sobre su hombro. Alors, ton héritage a un cœur, et une foi. Poco dia después, el anciano enfermo. Rechazo hospital y tratamiento costoso. Je veux rester ici, où j'ai appris le sens véritable de la vie. Su ultima noche pidió ver a Ana. Ella se sentó a su lado y tomó su mano. Tien miedo, abuelo? El negó, con una paz que parecía sobrenatural. La mort n'est pas une fin. C'est un retour. Vers ceux que l'on aime. En la mesita reposaban la carta de Lucia y su crucifijo. Promets-moi quelque chose, hija, murmuró. Prometme que seguirá abriendo puerta aunque mundo quiera cerrarla. Ana no podía contener las lágrimas. Te lo prometo. Esteban acarició su mejilla. Et ne laisse jamais l'orgueil te voler l'amour. Jamais, aseguró ella. Entonces Esteban cerró los ojos con una sonrisa. Lucia, j'arrive. Su respiración se detuvo como una vela que se apaga sin viento. Ana sostuvo su mano hasta que amaneció. Cuando el sol salió, un detal conmovió a todo. Las flores del jardín estaban abiertas. Incluso aquella que la noche anterior habían estado marchita. Los Nino dijeron, ce fut un miracle. Ana también lo creyó. La fe había vencido a la muerte. Pasaron los años. Ana Lucia se convirtió en una mujer serena y fuerte como su madre. La casa Lucia abrió nuevas sedes por todo el país. En cada una, sobre una pared blanca, colgaba un retrato del viejo Esteban con su frase más recordada, la rédemption ne s'achète pas. Elle se vit. Cuando alguien preguntaba como había empezado todo, Ana siempre respondía igual, tout a commencé avec un morceau de pain qu'une fillette a refusé de voler, et avec un cœur qui a appris à pardonner. Aquel relato se contó de boca en boca, una y otra vez, hasta volverse leyenda. Entre el aroma del pan y las risas de los Nino, el legado del amor siguió creciendo. Un amor eterno, como la fe que elo había hecho posible. Una tarde silenciosa en Ciudad de México, Ana caminó hasta el mismo jardín donde Ano atra había enterrado una semilla con su abuelo. Lo que fut un pequeño brot ahora era un rosal inmenso lleno de flores rojas como el amanecer. Se arrodilló y acarició los pétalos. Merci, Jésus, de m'avoir appris que l'amour ne meurt jamais. El viento sopló suave moviendo la soja como si una presencia invisible respondiera a su oración. Una nina se acercó con curiosidad. Pourquoi tu prends soin de cette fleur avec tant d'amour? Ana sonrió. Parce qu'elle est née du cœur de quelqu'un qui a appris à aimer. La nina rió y la acompañó en la tarea de regar el rosal. Ana comprendió en ese instant que su historia no había terminado. Non, elle ne fait que commencer. Ce suel decir que la justicia humana tarda. La divina suel lugar en silencio, justo cuando el alma está preparada para perdonar. Y tu? Si hubiera estado en su lugar, habría tenido el valor de devolver aquel pan? L'amour demeure le plus grand des miracles. Nous nous retrouverons dans la prochaine histoire,
là où la foi et la tendresse ouvrent toujours un nouveau chemin.